Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour l'entrepreneur. Des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, nous vous retrouvons pour vous parler de sujets qui nous paraissent importants pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous attaquons avec Marine qui fait sa première chez nous et qui vient nous parler de la stratégie de la cacahuète. Merci Tu as beaucoup. choisi un thème extraordinaire, Marine. J'espère bien. Alors, en effet, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une personne en particulier qui s'appelle Henry Spira, qui est un Belgeo-américain décédé en 98 et qui, de par sa vie, euh, nous apporte un éclairage sur ce que c'est que l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'on peut utiliser l'effectuation. Alors, c'est une personne qui n'est pas forcément très connue du grand public. Euh, Il a passé sa vie à militer pour diverses causes, mais notamment pour la cause animale sur les, je crois, 30 dernières années de sa vie. Et donc finalement, pourquoi je vous parle de lui? Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que enfin, je me suis servi pour cette chronique de ce livre, donc Théorie du tube de dentifrice, qui a été écrit par Peter Singer. Alors Peter Singer, c'est un philosophe australien, encore vivant, qui est très connu pour avoir été l'un des premiers à aborder la question de la souffrance animale sur le plan philosophique. Avant, c'était un sujet qui était assez peu traité. Et il a eu un impact très important dans la vie d'Henri Spira, puisque c'est en grande partie grâce à lui qu'il a commencé son engagement sur la cause animale. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que pour et celles qui nous suivent déjà, vous savez que chez Melsion, on a une définition de l'entrepreneur qui est assez particulière, qui est en fait une définition, j'ai presque envie de dire, intérieure. En effet, pour nous, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un très fort besoin de liberté et un très fort besoin d'accomplissement perpétuel. Donc ça, concrètement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que tous les chefs d'entreprise ne sont pas forcément des entrepreneurs et que tous les entrepreneurs n'ont pas forcément d'entreprise. Et c'est là que je vais vous parler de Henry Spira, qui n'a jamais eu d'entreprise, qui était en effet un militant, qui a eu en tout et pour tout dans sa vie une association. Donc, je vais revenir après sur sa vie, mais déjà, je vais vous donner quelques éléments biographiques qui permettent de comprendre pourquoi il avait ce tempérament d'entrepreneur. Donc, sur le besoin de liberté, c'est quelqu'un qui a quitté son foyer familial à 16 ans, sans avoir d'argent ni trop de plans sur comment faire. Il a été démobilisé de l'armée pour son caractère indésirable et ses activités subversives et déloyales. Alors concrètement, ce qu'il faisait, c'est qu'il questionnait pourquoi on lui faisait faire les choses. Il est resté toute sa vie un électron libre et à la fin de sa vie, il a eu un cancer, dont il est décédé d'ailleurs. Euh, et il a refusé des traitements en grande partie parce que il voulait pas finir sa vie à l'hôpital et ne plus avoir de contrôle sur son existence. Euh, Vous allez le voir ensuite, le besoin d'accomplissement perpétuel, il est très clair. Il a milité absolument toute sa vie. Il a passé toute son existence à aller d'une campagne à une autre. Et en particulier, ça, c'est ce dont je vais vous parler le plus, pour son obsession, c'était de mettre un terme à la souffrance animale. Alors, quelques éléments biographiques pour comprendre la personne qu'il était. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il est d'origine belge. Il est né à Anvers en 1927 et il vient d'une famille juive. Il a eu une enfance très internationale entre la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, le Panama et les États-Unis, ce qui fait qu'il parlait énormément de langues, le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'hébreu. Il avait une mère dépressive et des relations très conflictuelles avec son père qui voulait absolument, il était dans le business du diamant, je crois. Son père voulait absolument la réussite matérielle de sa famille. Et donc ces relations conflictuelles l'ont amené à quitter le foyer familial à 16 ans. Et il y a une chose qui l'a énormément marqué dans sa jeunesse, c'était donc le génocide des Juifs. Parce qu'il avait cette question, il ne comprenait pas comment autant de gens avaient pu ne rien faire dans cette situation. Et vous verrez pourquoi c'est super important pour sa vie. Alors, son travail et ses engagements. Comme je vous l'ai dit, il n'a jamais eu d'entreprise.
Donc en réalité, il a eu deux métiers dans sa vie. Il a travaillé dans la marine marchande et ensuite il est devenu prof au lycée jusqu'à prendre sa retraite anticipée à 55 ans pour devenir militant à plein temps. Donc il a eu divers engagements. Quand il était très jeune, il a commencé dans des mouvements sionistes non religieux, même si en réalité il n'était pas du tout sioniste, mais il était très obsédé par la philosophie des kibbutz, parce qu'il était à la fois antimatérialiste et un peu anarchiste sur les bords aussi. Euh, il est allé dans le socialisme, il a énormément fait de militance dans le syndicat des marins de la marine marchande. Il s'est engagé aussi pour les droits des mouvements civiques. Euh, et- alors, c'était essentiellement pour la cause noire et ensuite pour Cuba quand Fidel Castro est arrivé au pouvoir. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui plus précisément, à un moment donné, il s'est engagé sur la cause animale. Et ce qui est intéressant, c'est comment il a fait. Alors, avant de rentrer dans le détail, je vous rappelle les principes de l'effectuation pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. La pensée effectuelle, c'est le mode de pensée privilégié des entrepreneurs. Ça repose sur quelques grands principes et vous allez voir après à quel point Henry Spira les a appliqués dans sa vie, en fait, probablement sans le savoir d'ailleurs. Donc, il y a un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est-à-dire partir de qui on est, de ce qu'on sait faire et de qui on connaît. Le principe de perte acceptable, c'est-à-dire au lieu de se demander qu'est-ce qu'on va gagner, de se dire qu'est-ce que je suis prêt à perdre euh, dans ce que je suis en train d'entreprendre. Ensuite, il y a le patchwork foo. Alors, le patchwork foo, c'est l'idée que l'entrepreneur va s'entourer de personnes qui vont le soutenir dans son projet et que ces personnes-là, c'est elles qui vont choisir l'entrepreneur, finalement. Ensuite, il y a tirer parti des surprises. Et enfin, le pilote dans l'avion. Le pilote dans l'avion, c'est l'idée que, on construit le futur au lieu d'essayer de le prévoir. Alors, pourquoi il a été connu, Henry Spira? Alors, j'ai pris que la période de sa vie sur laquelle il était sur les questions de cause animale et de souffrance des animaux. Alors, je vous ai mis quelques-uns de ces faits d'armes dans un sens chronologique. Et vous allez voir pourquoi c'est hyper important. C'est quelqu'un qui, on le verra après, quasiment tout seul, a réussi à faire plier des très grandes entreprises et des agences gouvernementales américaines. Son, son premier cheval de bataille, ça a été de faire cesser l'expérimentation animale. Il a commencé avec le Muséum d'histoire naturelle de New York, qui faisait des expérimentations sur des chats. En fait, il mutilait des chats pour ensuite voir quel impact ces mutilations avaient sur le comportement sexuel de ces chats-là, donc aux frais du contribuable. Euh, Ensuite, il a fait plier Amnesty International qui utilisait des tests sur les animaux aussi. Il a réussi à faire changer le Metcalfe-Hatch Act. Alors ça, c'était quoi? C'était une loi de l'État de New York qui permettait aux laboratoires de récupérer des animaux dans les fourrières. Il a fait, alors, l'un de ses grands faits d'armes, et l'image que vous voyez sur l'écran est liée à cette campagne-là, c'est il a fait plier Revlon, qui utilisait, comme beaucoup, beaucoup à l'époque, un test qui s'appelait le test de Draise. En gros, on immobilisait des lapins principalement et on leur versait des produits chimiques dans les yeux pour voir quelle était la dangerosité du produit. Euh, et donc, il a été connu notamment pour avoir fait des pubs en pleine page dans le New York Times. Donc là, vous en avez une à l'image. Euh, et je vous expliquerai après pourquoi ça a marché comme ça. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il s'est attaqué à Revlon, puisqu'à l'époque, l'industrie cosmétique n'était pas du tout celle qui utilisait le plus d'animaux en volume pour les expériences. Et donc, grâce à ça, il a fait plier des agences gouvernementales. Et il a fait la même chose ensuite avec Procter, qui est quand même une très grande entreprise, avec le test DL50. En gros, le test DL50, c'était on prenait un groupe d'animaux et on leur faisait ingérer des grandes quantités de produits chimiques jusqu'à ce que 50% du groupe décède. C'était aussi censé étudier la dangerosité des produits. Et ensuite, il a fait la même chose sur l'élevage industriel en allant jusqu'à faire plier McDonald's. Mais sa première campagne, c'était avec Purdue Farms, qui était un producteur de poulets, qui faisait des pubs mensongères en expliquant que ces poulets vivaient dans des super grandes maisons, qu'ils avaient plein de place pour gambader, etc. Et ce qui s'est révélé faux. Euh,
Pourquoi je vous ai mis les faits d'armes dans l'ordre? Parce que vous allez voir que dans sa manière de procéder, c'était très délibéré. Il ne s'est pas attaqué à Revlon dès le début et c'était pas un hasard du calendrier. Alors comment il a fait ça? C'est là que ça devient intéressant pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, avec quasiment rien. Euh, il a créé son association qui s'appelait Animal Rights International. Et en réalité, tout au long de sa vie de militant, il a eu en moyenne une seule personne qui travaillait avec lui en direct, souvent un assistant ou une assistante. Et il a eu maximum deux grands donateurs qui l'ont suivi sur des années. Mais en gros, il avait annuellement un budget inférieur à 25 000 $. Donc ça, c'était son organisation, qui avait besoin d'être très flexible. Il avait en plus un groupe de conseillers. Donc il avait en général un ou deux conseillers permanents et le reste variait selon les sujets. Souvent, il sollicitait des scientifiques parce qu'il avait compris qu'on ne pouvait pas faire changer euh, la cause animale si on ne s'appuyait pas sur la science et si on ne proposait pas aux entreprises des substituts à ces tests. Et donc, son principe est simple. À chaque fois qu'il doit prendre une décision, il va solliciter individuellement chacun de ses conseillers et ensuite il va prendre sa décision. Et la chose pour laquelle il a été très très connu, c'est sa capacité à créer des coalitions. Alors ça aussi, c'est très intéressant pour les entrepreneurs en général. Euh, il créait des coalitions, mais il était seul décisionnaire sur les décisions qui allaient engager la coalition. Et de l'autre côté, il laissait toutes les associations qui voulaient et qui étaient sur ces sujets venir dans la coalition et décider de leur niveau d'implication. Il n'y avait jamais aucune structure rigide. Et ce qu'il a mené dans toute sa vie, et qui est là aussi très important pour les entrepreneurs, c'est qu'il se disait tout simplement que on peut toujours avoir un impact, même si on est seul au départ. Et donc en avril 96, 2 ans avant qu'il décède, il a fait des interviews avec Peter Singer pour parler de sa vie. Et il a expliqué très clairement ce qu'il entendait par là. Donc il disait, j'ai fait avancer l'idée selon laquelle le militantisme doit être orienté vers des résultats, que vous pouvez obtenir des victoires, que l'on peut battre plus fort que soi, et que si on n'aime pas être maltraité et qu'on n'aime pas voir les autres maltraités, on peut avoir un impact. C'est comme ce type du New York Times qui m'a demandé ce que j'aimerais avoir comme épitaphe. Je lui ai dit, He pushed the peanut forward. Donc c'est de là que vient la stratégie de la cacahuète. L'équivalent en français, ce serait j'ai fait avancer le schmilblick. Euh, Même si en anglais, ça, derrière, il y a l'idée qu'on fait avancer les choses pas à pas. Et donc ça, c'est très important aussi pour les entrepreneurs parce que souvent, on a envie d'aller vite, mais en réalité, c'est pas toujours la bonne stratégie. Et donc là, je vais vous expliquer ce que c'est que la fameuse stratégie de la cacahuète. En gros, sur la fin de sa vie, Peter Singer a décidé de faire un livre sur lui, donc le fameux livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui a repris, d'ailleurs si ça vous intéresse, dans le livre, toutes les campagnes qu'il a menées sont détaillées vraiment sur comment il a fait, comment est-ce qu'il procédait. Mais disons que là, dans cette stratégie en 10 points, il reprend les principes majeurs qu'il a suivis tout au long de sa vie. Donc, euh, le premier point, et ça c'est super important pour les entrepreneurs, c'est essayer de comprendre l'état actuel de l'opinion publique et la direction dans laquelle vous pourriez l'emmener demain. Surtout, rester ancré dans la réalité. Ça, pourquoi c'est important? Parce qu'en gros, il disait qu'il faut éviter le système des bulles. Il faut absolument continuer à discuter avec des gens qui pensent différemment de nous. Euh, et surtout, il faut nourrir sa vision. Donc ça, c'est un peu le pilote dans l'avion de l'effectuation. C'est au lieu de se demander qu'est-ce qui va se passer, de se dire où est-ce que j'ai envie d'emmener, alors dans son cas, l'opinion publique demain. Le deuxième point majeur, c'est choisissez votre cible en vous basant sur la vulnérabilité à l'opinion publique, l'intensité de la souffrance causée et les possibilités de changement. Euh, Là où Spira nous donne vraiment des clés de compréhension de l'action entrepreneuriale, c'est il nous explique qu'il faut être pragmatique. Même si on a un objectif, une vision forte, il faut savoir avoir une approche graduelle. Donc en l'occurrence, pourquoi il s'était attaqué au Muséum d'histoire naturelle de New York au départ?
mais parce que, il était super vulnérable à l'opinion publique. Déjà parce que les tests qui étaient pratiqués étaient assez futiles et qu'ils étaient financés par de l'argent public. De la même manière, il a ciblé Revlon et donc l'industrie cosmétique parce qu'elle était sensible à l'opinion publique, alors que les industriels, qui utilisaient beaucoup plus l'expérimentation animale que la cosmétique, étaient beaucoup moins sensibles à ça. Le troisième point, c'est fixez-vous des objectifs réalisables. Tout changement majeur advient par étapes. La sensibilisation ne suffit pas. Alors, ça aussi, c'est assez important parce que, et d'une certaine manière, c'est très effectuel, c'est de commencer par ce qu'on a autour de soi et ce qui va nous permettre d'obtenir des petites victoires. Quand il dit la sensibilisation ne suffit pas, en fait, il parle, quand il a commencé à s'intéresser à la cause animale, ça faisait 20 ans que le mouvement anti-vivisection existait et il n'avait obtenu aucun résultat parce qu'il faisait que de la sensibilisation aux particuliers. Ils envoyaient aux gens des photos horribles d'expérimentation sur les animaux, mais à aucun moment ils se sont attaqués aux entreprises. Le quatrième point, c'est trouver des sources crédibles d'information et de documentation. Ne présupposez rien, ne trompez jamais les médias et les citoyens, maintenez votre crédibilité, n'exagérez pas le problème et n'en faites pas un phénomène de mode. Alors ça aussi, c'est très important. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Freedom of Information Act, qui permet à n'importe quel citoyen de demander à avoir accès à un très grand nombre d'informations qui relèvent de l'intérêt public. Et donc, il s'est toujours servi de ça au début de ses campagnes pour préparer sa campagne. Et en l'occurrence, la toute première au Muséum d'histoire naturelle, il a mis 1 an à la préparer. Autre point très important, surtout dans la militance en l'occurrence, ne divisez pas le monde entre les saints d'un côté et les pécheurs de l'autre. Donc ça aussi, c'est très important parce que ça vient de son pragmatisme, hein, je dirais. Euh, pour lui, ça ne sert à rien d'avoir une approche au tout ou rien. Ce qui était le cas du mouvement anti-vivisection à l'époque, puisqu'il disait, nous, on veut l'arrêt total des expériences sur les animaux ou rien. Et donc au final, pendant 20 ans, ils n'ont rien obtenu. Le sixième point, c'est rechercher le dialogue et essayer de travailler ensemble à résoudre des problèmes. Voyez chaque dossier comme un problème avec des solutions. Le meilleur moyen d'y parvenir est de présenter des substituts réalistes. Alors ça aussi, c'est un autre point qui peut être très intéressant pour les entrepreneurs. Spira n'était jamais dans la confrontation dès le début. Dès qu'il commençait une campagne, il commençait par envoyer une lettre à l'entreprise ou à l'agence gouvernementale ciblée pour demander une réunion et pour informer l'institution en question de ses intentions. De la même manière, quand il obtenait des victoires, par exemple Revlon, il a obtenu une victoire énorme, ils ont donné 750 000 dollars sur 3 ans pour financer une université pour trouver des tests de substitution. Et bien là, typiquement, il a tout de suite fait un communiqué de presse pour féliciter Revlon de son engagement avec une idée qui est très asiatique finalement, que, il est très important que personne ne perde la face. Et ça, je pense que pour les entrepreneurs, ça peut être très intéressant à appliquer. Mais ce qui nous amène quand même au septième point, soyez prêts à la confrontation si la cible ne réagit pas. Si les voies conventionnelles ne fonctionnent pas, préparez une campagne de sensibilisation graduelle pour mettre vos adversaires sur la défensive. Donc en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que si vous n'êtes pas prêt à mettre à exécution vos menaces, vous n'arriverez jamais à rien. Puisque l'un des éléments majeurs pour obtenir des victoires, c'est de montrer à l'adversaire que vous n'arrêterez que quand vous aurez obtenu gain de cause. Le huitième point, qui est très effectuel, c'est éviter la bureaucratie. Pourquoi il fonctionnait avec des coalitions? Parce que il voyait bien qu'à partir du moment où vous avez une association qui commence à avoir des gros budgets, vous passez 80% de votre temps à essayer d'aller chercher des fonds pour faire fonctionner l'association. Et lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Comme il a eu cette approche graduelle à prendre d'abord des cibles faciles, et qui donc il a obtenu énormément de résultats, et ben c'est comme ça qu'il a réussi à faire venir avec lui plein d'associations dans ses coalitions parce qu'il était bon. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'ils étaient tous d'accord en interne. La plupart du temps, ce n'était pas le cas. Mais ils arrivaient à trouver un terrain d'entente minimal pour pouvoir agir. Par exemple, Spira a eu des relations très conflictuelles avec une autre association pour la cause animale qui s'appelle PETA, qui avait beaucoup plus de budget que lui, puisqu'ils avaient des millions en budget, mais qui
voulait continuer d'attaquer les entreprises qui pourtant avaient fait un pas, typiquement Revlon. Et pour lui, c'était complètement contre-productif. Le neuvième point, c'est ne partez pas du principe que seule la législation ou l'action en justice peuvent résoudre les problèmes. Alors ça, en vrai, ce que ça veut dire, c'est que plus il pouvait s'éloigner des politiques et des tribunaux, mieux il se portait. Il allait toujours d'abord cibler le monde économique avant, s'il n'avait pas le choix, de faire changer la législation. Et enfin, dixième point, posez-vous la question, est-ce que ça va marcher? Et ça aussi, c'est très important parce que euh, même si on ne sait pas quelles sont nos chances réelles, on ne peut pas être sûr de nos chances réelles de réussite, le fait de cibler un acteur plus vulnérable permet aussi d'être dans une économie de moyens. Et ça, je pense que pour les entrepreneurs, c'est quelque chose de très important euh, parce que quand on en rencontre, souvent, ils nous disent j'ai un problème de ressources. Mais souvent, c'est pas le vrai problème. Ils ont une ambition, mais en réalité, c'est parfois plus difficile de se dire mais quelle pourrait être l'étape intermédiaire qui m'amènerait là où j'ai vraiment envie d'aller. Donc, j'en ai terminé pour ma présentation. Attendez, je vais arrêter le partage. Et donc, bah, malgré le fait que c'était un militant, il n'a jamais eu la moindre entreprise, bah, Henry Spira est un entrepreneur au sens de Melchion. Et bah, je pense que sa stratégie pourrait aider beaucoup d'entrepreneurs, a fortiori évidemment quand ils ont des problématiques de lobbying. Et ben, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Marine. Est-ce que On t'a deux fois, Patrick. Et là, ton micro est sur mute. alors voilà, petit problème technique, mais qui devrait être résolu. Ça va comme ça? Oui, ça va, on t'entend. Pas extraordinaire. Désolé pour ça. Nous avons perdu notre animateur qui est tombé de sa chaise. Il n'a pas pu manger assez ce matin, sans doute. Merci Marine pour cette incursion, cette tangente dans la vie de quelqu'un qui est probablement un entrepreneur, mais qui n'a pas choisi d'expérimenter par l'entreprise son désir d'entreprendre, mais par l'associatif. Merci du rappel, finalement, de ces règles clés qui lui ont permis de réussir et de changer les choses. C'est vrai que ça paraît un peu loin, tous ces exemples, et pourtant c'est si proche. Et il y a encore tellement de choses à faire que plutôt que créer une grande organisation, on voit que c'est plus facile parfois de- d'être deux et très efficient, de former des alliances et d'avoir une méthode pour avancer. Moi, il y a deux points très très amusants qui m'ont frappé dans ce que tu as dit, j'aimerais que tu développes. C'est le côté ne pas faire perdre la face à celui dont on veut faire changer le comportement. Et la deuxième chose, c'est, ça va résonner avec ma chronique, c'est la question de la bureaucratisation. Est-ce que tu veux nous en dire un mot sur ces deux aspects-là? Oui, bien sûr. Alors, la question de perdre la face, ça va un peu avec le principe de ne pas diviser le monde entre les saints et les pécheurs. Euh, euh, L'une des raisons pour lesquelles il a été considéré comme un interlocuteur très crédible par à peu près tout le monde, y compris par le monde économique, vient du fait que, il était perçu comme quelqu'un de raisonnable et qui est en capacité de parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Alors, ça paraît évident dit comme ça, mais en réalité, dans le monde de la militance, c'était pas du tout évident. Il y avait beaucoup d'associations qui avaient un point de vue extrêmement moral et qui du coup ne pouvaient même pas parler avec des entreprises. Alors que lui, euh,
il avait toujours ce souci de se dire, je dois comprendre leurs intérêts à eux et je dois pouvoir m'aligner autant que faire se peut pour obtenir un changement. En fait, c'est vraiment le pragmatisme poussé à son apogée. C'est-à-dire, en vrai, il voulait évidemment qu'il n'y ait plus du tout d'expérimentation sur les animaux, mais son point de vue, c'était de se dire, bah, je vais y aller pas à pas pour qu'un jour ce soit le cas, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est déraisonnable de demander ça à des acteurs économiques, a fortiori quand il n'y a pas de substitut. Donc, euh, il a même plutôt essayé il a toujours essayé de retourner à l'avantage des entreprises qui le suivaient la situation. C'est-à-dire Revlon, par exemple, l'une des raisons pour laquelle ils ont donné 750 000 dollars sur 3 ans, c'est parce qu'il leur a dit, mais en réalité, vous pourriez être pionnier sur cette question-là. Et bah, évidemment, au bout d'un moment, alors ils n'ont pas voulu dès le début, hein, mais à partir du moment où il a été clair que leurs intérêts étaient entendus, ah bah là, en termes de négociation, il a obtenu bien plus que tous les autres pendant les 20 ans d'avant, quoi. Et la question de la bureaucratie, elle est liée, en fait. Quand il dit éviter la bureaucratie, et c'est en ça qu'il était très entrepreneur, c'est qu'il savait que les guerres intestines euh, allaient forcément porter préjudice au mouvement. Donc ces coalitions, c'était toujours lui qui décidait à la fin. Et les autres associations étaient libres de partir de la coalition si jamais elles n'étaient plus en accord avec la direction prise. Mais pour lui, la bureaucratie, c'était vraiment l'une des explications du manque de succès des associations sur la cause animale. Alors, c'est aussi lié au fait que plus vous êtes bureaucratique, plus vous avez besoin de financement pour tourner, et plus, bah, quand vous êtes des associations, il n'y a pas 40 000 personnes qui peuvent vous donner des financements. Et donc là, ça risque de limiter votre capacité d'action, parce que bah, tout dépend qui vous donne l'argent. Donc pour lui, euh, pour lui, il y avait un lien de corrélation évident entre le peu de bureaucratie et la capacité à générer du changement. Je sais pas si ça